La filière comptable est dans une phase de transformation profonde. Une grande révolution va arriver, notamment l'intelligence artificielle, qu'on entend beaucoup parler. Mais là, il va y avoir quelque chose, et c'est acté officiel, ce qu'on appelle la facture électronique. Dans cette vidéo, je vais te donner un guide complet pour comprendre ce que c'est la facture électronique et quel va être l'impact dans la tenue de la comptabilité, mais aussi pour les professionnels du chiffre aujourd'hui et pour demain. Si tu arrives pour la première fois ici, on parle de comptabilité et de gestion pour devenir inarrêtable sur le marché de l'emploi. Et si tu ne me connais pas, j'ai accompagné avec l'école en ligne plus de 14 000 étudiants à préparer le DCG et le DSCG, les diplômes phares de la filière de l'expertise comptable. Si tu veux accéder à nos cours, tu as un code promo YT1 qui te donne moins 10% en description de cette vidéo. Sur ce, je n'ai qu'une seule chose à te dire. Prends place et c'est parti. Le but de cette vidéo, c'est de vous donner une masterclass en prenant mon temps pour vous expliquer concrètement l'ensemble des étapes qu'il va y avoir à franchir sur la facture électronique. On entend tout et son contraire, on entend plein de choses, mais est-ce qu'on comprend vraiment ce que c'est et comment ça va se traduire dans la vraie vie? Donc on y va, je vous prépare une masterclass forte. Alors, le programme de la vidéo, qu'est-ce que ça va être? Alors si vous écoutez cet épisode en podcast, vous pouvez aller directement en description pour aller voir la vidéo parce que je vais montrer des illustrations à l'écran. Mais bon, vous pouvez quand même l'écouter, il n'y a pas de problème. Alors, 4 parties dans cette vidéo. Déjà, le why de la facture électronique et quelle est sa définition. Pourquoi on crée cette réforme? Et vous allez voir que c'est très intéressant et c'est vraiment intelligent. La réforme en détail, ça c'est la partie 2. Donc concrètement, comment ça va se mettre en place avec les grandes dates et l'anticipation qu'on va devoir mettre en place. La partie 3, c'est pourquoi la facture électronique va-t-elle faire gagner du temps aux professionnels du chiffre et en quoi ça va tout changer, mais vraiment tout changer. Et la partie 4, devenir un nouveau professionnel du chiffre parce que post-facture électronique, le métier, c'est plus le même, quoi. Donc, il y a deux éléments majeurs, en fait, actuellement dans la filière, c'est l'intelligence artificielle et la facture électronique. Donc là, c'est Schumpeter, ce principe qui dit la destruction créatrice. Donc, on va détruire finalement des emplois parce que c'est ça la vérité. Si on n'a plus de tenue comptable à faire, parce que c'est ça l'un des objectifs que je vais vous apporter dans cette vidéo, si on n'a plus de compta à faire, qu'est-ce qu'on fait après? Et ben ça, c'est important, mais rassurez-vous, il y a beaucoup d'espoir. Alors, quel est le why et quel est l'objectif de la facture électronique? Alors, l'objectif de la réforme, il a été mis en place par l'État. C'est pourquoi? C'est pour lutter efficacement contre la fraude à la TVA. Ah oui, il y a beaucoup de factures, il y a beaucoup de transactions, beaucoup d'opérations qui passent sous méconnaissance de l'État. La facture électronique va complètement contrecarrer cet élément. Vous allez voir après. Elle va permettre d'améliorer la compétitivité des entreprises. Donc là, ce que je suis en train de vous lire, c'est une source qui émane de l'État directement. Donc je n'invente pas les mots, je les reprends tels quels. Améliorer la compétitivité des entreprises grâce à la dématérialisation. Ouais, il n'y a plus besoin d'envoyer une facture par courrier, quoi. Ça passe dans un endroit, et ben en fait, vous allez la récupérer facilement. Et puis quand vous allez envoyer vos factures, la personne, elle va aussi jamais le perdre parce qu'elle sera obligée de le recevoir. Vous verrez comment ça va faciliter le truc. Cela va permettre de diminuer les délais de paiement et donc une baisse de la charge administrative. Quand on va envoyer une facture à quelqu'un, on va l'envoyer au bon endroit. C'est pas je l'ai envoyé sur une mauvaise adresse, etc. Il l'a pas reçu. Non, non, ça marchera pas. Ça. Il va permettre à terme de simplifier les obligations déclaratives de TVA grâce au pré-remplissage des déclarations et aussi va permettre à l'État d'améliorer la connaissance de l'activité des entreprises parce que l'État, il aura cette chance grâce à la facture électronique, ça va lui donner le poumon de l'activité et les tendances dans les industries, dans les filières, dans les marchés, dans les régions, etc., de ce qui se passe en temps réel. Et donc, ça va lui permettre aussi à lui de mener des politiques économiques sur des territoires plutôt que de mener des politiques économiques à l'échelle nationale, alors que certaines ou certains secteurs n'en auraient pas forcément besoin. L'Italie a mis en place, alors il y a des entreprises il y a des pays, pardon, qui ont mis en place la facture électronique. Je pense à l'Australie, je pense au Mexique, où je crois que ça fait une vingtaine d'années qu'ils ont déjà fait ça. Au Brésil, et l'Italie en est un des précurseurs, je pense, à l'échelle européenne. Et ça, il y a une vision dans l'Europe
c'est de démocratiser ça au plus grand nombre. Parce que il y a des échanges aussi intracommunautaires où il y a des éléments de TVA qui passent à l'as et qui ne sont pas vus. Avec la facture électronique, tout ça n'existera plus. Donc, je reprends un peu les mots, ce que n'est pas la facture électronique et ce que c'est concrètement. Alors, la facture électronique, c'est pas une facture en format PDF. Non. C'est pas une facture que vous allez envoyer par mail. Ouais, bah oui, j'ai un PDF, je t'envoie ça par mail, c'est électronique. Non. C'est pas une image que vous avez scannée directement avec votre téléphone, un ticket. Non. Et c'est pas une facture que vous avez éditée sur Excel. C'est pas ça du tout. La facture électronique, c'est un fichier qui est structuré. Donc, en gros, vous voyez, alors ça reste toujours un PDF, hein, entre guillemets. On peut toujours l'avoir en PDF et voir ce qu'il y a dessus. Mais derrière ce PDF, il y a une architecture technique qui fait que on sait qui est la personne, qui est l'entreprise, quelle est la nature des prestations, est-ce que c'est de leur taxe de la TVA, quel est le lieu de livraison du bien, par exemple, qui a été fait, s'il est différent du lieu de facturation. Tout un tas d'éléments qui fait que, d'un point de vue technique et technologique, ce qui est écrit sur la facture, je vais pouvoir le comprendre avec des outils. Là, aujourd'hui, c'est l'OCR qui fait une reconnaissance de ce qu'il y a sur la facture. Bah tiens, j'ai lu que c'est écrit ça. Bah non, en fait, là, il n'y a pas de source d'erreur dans la facture électronique parce que c'est un fichier qui est structuré. Donc, il y en a plusieurs typologies. Retenez ce nom, facture X. Fichier XML plus PDF, UBL, CII. Alors là, je ne suis pas spécialiste là-dedans, ça c'est sûr et certain. Mais en tout cas, les techniques, donc il y a une arborescence, une norme qui a été définie par l'État. À quoi doit ressembler la facture électronique? Qu'est-ce que je dois avoir à l'intérieur? Et d'un point de vue technique. Donc, c'est un document qui va être lisible et exploitable automatiquement, sans avoir besoin d'interaction humaine. C'est une facture, donc la facture électronique, écoutez bien parce que ça, c'est très, très important. C'est une facture qui va être émise et reçue via une plateforme connectée qu'on va appeler PDP. Donc, regardez bien. Dans l'écosystème comptable et financier, au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes en avril 2025. L'ensemble des acteurs logiciels se bagarrent pour devenir PDP. Alors se bagarre, mais en tout cas, cherchent à être une PDP, donc une plateforme connectée. Ça veut dire que la PDP, elle aura un lien, une utilité extrêmement importante dans l'économie française. Parce que elle va permettre de faire quoi, la facture électronique? De limiter la fraude à la TVA. Donc l'État, il veut avoir des gens qui puissent leur permettre d'atteindre cet objectif. Leur objectif, c'est d'assurer la compétitivité, d'améliorer la connaissance des activités, de faciliter le pré-remplissage des déclarations de TVA plutôt que ce soit fait un peu partout. Donc, un outil technologique qui est PDP, il va avoir pour mission de répondre à ce besoin-là. Mais du coup, ce sont des flux de factures qui vont passer à des endroits. Donc, plus un éditeur de logiciel va avoir cette vision-là, avoir la possibilité d'agréger l'ensemble des données d'un maximum de personnes, que ce soit des entreprises, des experts comptables, des professionnels du chiffre, eh ben, il aura une data qui va être extrêmement puissante parce qu'avec la data, on peut vraiment faire progresser les entreprises. Et ça, c'est très important. Donc, pour information, cette vidéo est soutenue par Cegid, qui est un acteur majeur dans l'écosystème comptable et financier, qui propose des solutions en ressources humaines, paye, RH naturellement, finance, gestion, et qui est naturellement candidat à la PDP et qui est inscrit officiellement sur l'administration fiscale comme référent PDP. Donc, je vous invite à aller directement aussi en description de cette vidéo et de ce podcast pour pouvoir télécharger une démo ou découvrir les solutions Cegid, que vous soyez en entreprise ou alors en cabine. Aussi, donc, la facture, elle assure une traçabilité sécurisée et eurodatée. Donc, je vais vous montrer après parce que franchement, c'est fascinant le truc. C'est fascinant. Alors, regardons quand même un petit peu la réforme en détail avant de rentrer dans la structuration et pourquoi ça va tout défoncer dans l'écosystème comptable et financier. Donc, la réforme en détail, c'est quoi? Là, il y a un calendrier. C'est bon, c'est acté, c'est validé. Sachez une chose, il y a 2 phases. La phase, c'est 1er septembre 2026. Donc, 1er septembre 2026, c'est dans 1 an et demi. Peut-être même moins. Au moment où je tourne la vidéo. Donc là, il faut s'y mettre maintenant. Et en septembre 2026,
toutes les entreprises doivent pouvoir recevoir des factures électroniques. Donc ça veut dire que toutes les entreprises doivent pouvoir recevoir des factures électroniques. Donc j'ai une obligation de réception. Et les grandes entreprises plus ETI doivent commencer à émettre leurs factures sous format électronique. Donc, je dois pouvoir avoir une structure, un outil qui me permet de recevoir mes factures sous un branchement, un tuyau. Dans ce tuyau, il y a des gens qui vont m'envoyer des factures et je dois être capable de recevoir ces factures. Et vous allez voir parce que c'est très important. Phase numéro 2, 1er septembre 2027, donc un an après, obligation d'émission étendue aux PME et aux micro-entreprises. Donc ça veut dire que là, il y a une obligation pour toutes les boîtes d'émettre des factures sur une PDP et de pouvoir recevoir des factures via une PDP. Donc en fait, à cette date-là, toutes les entreprises assujetties à la TVA en France émettront et recevront des factures de manière électronique. Donc ce qu'il faut prendre en considération, c'est que dans un an, c'est comme ça qu'il faut le voir, dans un an, je dois pouvoir recevoir des factures sous format électronique pour la majeure partie des boîtes, et en un an plus tard, je devrais pouvoir les recevoir et les émettre. C'est-à-dire que je serai obligé d'émettre des factures sous format électronique. Donc ça, c'est très important. Parce qu'une fois qu'il y aura l'obligation de réception et d'émission, le monde de la comptabilité va considérablement changer. Et là où on va voir un point très important, c'est tous ceux qui vont se mettre en œuvre pour être prêts le jour du lancement de la facture électronique, eh bien, ils vont avoir un temps d'avance parce qu'ils vont réussir à collecter de la donnée qui leur permettront d'automatiser la tenue de la comptabilité. Et je vais vous montrer après comment c'est possible. Alors, quel est le champ d'application de la TVA? Donc, la facture électronique concerne l'ensemble des opérations réalisées entre entreprises établies en France et assujetties à la TVA. Très important, ça. Sont donc soumis à la facture électronique toutes les boîtes assujetties à la TVA. Alors, si je suis assujetti à la TVA, je dois distinguer deux éléments. L'assujettissement à la TVA et être redevable de la TVA. Donc, assujetti à la TVA, pour simplifier, je réalise une activité qui pourrait être... ou alors, je réalise des opérations, qui sont assujetties à la TVA. Mais par exemple, du fait de ma structure à moi et de ma structuration, je ne suis pas redevable de la TVA, comme une micro-entreprise. Une micro-entreprise, quelqu'un qui fait du conseil, c'est une grosse boîte, elle facture la TVA quand elle fait le conseil. Lui, il ne la facture pas, parce qu'il est dans un seuil qui fait qu'il n'est pas redevable, mais il est assujetti. Donc lui, micro-entreprise, il devra émettre et pouvoir recevoir ses factures sous format électronique. Donc c'est obligatoire pour lui. Donc pour être plus simple, les livraisons de biens et prestations de services situées en France qu'un assujetti effectue avec un autre assujetti, donc une entreprise avec une autre boîte, et qui ne sont pas exonérés de TVA. Donc il y aurait des typologies d'activités qui seraient, eux, exonérées de TVA, par exemple les soins médicaux, ce genre de choses. Ça, je pense qu'on serait là-dedans. Et donc les acomptes aussi se rapportant à ces opérations. Donc c'est ça le champ d'application. On va aller un peu plus loin. Et là, il y a deux notions qui sont à respecter et à bien comprendre, parce que ça a un impact. Il y a ce qu'on appelle l'e-invoicing. Donc, ce sont des factures réelles réalisées entre professionnels. Donc, c'est l'échange dématérialisé d'une facture électronique structurée entre deux entreprises françaises assujetties à la TVA. Obligation pour le B2B domestique dans le pays. Donc, vous voyez un peu, tout ce que je viens de vous dire, c'est ce qu'on appelle depuis tout à l'heure l'e-invoicing. Invoicing. Par contre, je vais devoir faire autre chose qu'on appelle un e-reporting. Donc, dans le cas de la réforme de la facture électronique, il y a deux éléments à prendre en compte. Numéro 1,
l'e-invoicing. Et numéro 2, l'e-reporting. Et ça, c'est quoi? C'est la transmission à l'administration fiscale des données de transactions non concernées par l'e-invoicing. Donc les réalisations que je fais avec le B2C, les opérations que je fais à l'exportation, les opérations qui sont exonérées. Donc en fait, je vais reporter les transactions auprès de l'administration fiscale quand même, qui ne sont pas concernées par la facture électronique. Parce qu'on l'a dit, c'est entre les B2B. Mais je vais quand même reporter les flux de transactions. Donc, quoi qu'il en soit, je vais tracer des deux côtés. OK? Alors, focus sur le e-reporting. Et là, je vais vous lire un article qui est un passage d'une source qui est info.gouv. Donc, quelles sont les opérations concernées par le e-reporting de transactions? Comme ça va être plus clair. Et là, je vais vous donner la partie vraiment info.gouv, quoi. E-reporting recouvre. Alors, le e-reporting de transactions, recouvre la transmission électronique des données de transactions internationales ainsi que des opérations, avec des non assujettis à l'administration, à la TVA, quoi. Cette transmission de données concerne d'une part les opérations de vente et ou bien de prestations. Alors attends, les opérations de vente et ou de prestations de services avec des personnes non assujetties. Par exemple, et là on apporte l'exemple, avec des particuliers ou des associations à but non lucratif, et d'autre part les transactions avec des entreprises étrangères, c'est-à-dire n'ayant pas d'établissement stable, de domicile ou de résidence habituelle en France. Donc on entend quoi par ça? Exportation, acquisition et livraison intracommunautaire, et qu'elles soient ou non identifiées à la TVA en France. Toutes les entreprises assujetties à la TVA, y compris les micro-entreprises et établies en France, sont concernées par leur e-reporting lorsqu'elles réalisent ce type d'opération. Je peux être une entreprise assujettie à la TVA, mais comme je vais destiner ça à quelqu'un qui, avec des clients qui sont des particuliers ou des associations, je ne vais pas leur envoyer la facture électronique, mais eux, je vais être concerné par le e-reporting. J'espère que c'est clair pour vous. Les entreprises étrangères peuvent également être soumises à l'obligation de e-reporting dès lors que l'opération qu'elles réalisent s'effectue avec une personne non assujettie ou avec un client assujetti non établi en France et que l'opération est soumise à la TVA française au regard des règles du Code général des impôts. Voilà pour cette partie. Donc ça, j'espère que c'est bien clair pour vous. Entre ces deux éléments, la facture électronique entre B2B et l'e-reporting avec les autres. C'est un peu ça l'idée. Donc, quelles sont les nouvelles mentions obligatoires sur les factures? Ça, c'est important. Je vais vous expliquer pourquoi après. Le numéro de sirène du client. On est obligé de l'identifier, le client, avec son numéro de sirène. Comme ça, on sait pertinemment qui est-il. Il n'y a pas, on a fait une erreur ou je sais pas quoi. Il est dans un répertoire. Ce répertoire, il est accessible à tous. Et donc, quand je vais aller identifier l'entreprise à qui je vais facturer, je dois utiliser son numéro de sirène. Et donc, c'est une mention obligatoire sur la facture. Donc, elle va apparaître. Mais du coup, vous savez, elle est derrière le document, dans la facture. C'est structuré en technique, là. Il y a des normes. Et donc, il y a des cases qui sont derrière le document PDF que nous, on voit. Mais la machine, elle voit autre chose. Et donc, elle voit le sirène. La mention obligatoire de la catégorie de l'opération faisant l'objet de la facture, vente, prestation de service, ou à la fois d'une vente et d'une prestation de service, très important ça. Parce que ça, en fait, quand on va voir cette information, c'est quoi qui est facturé dedans? C'est quoi qui est facturé dedans? Et ça, c'est très intéressant pour la tenue de la comptabilité après. Parce qu'en fonction de c'est quoi, ça va avoir une traduction comptable. La comptabilité, c'est ni plus ni moins que de raconter l'histoire qu'on voit sur une facture. J'ai quoi sur une facture? J'ai des dépenses marketing, j'ai un achat de marchandises, j'ai des honoraires d'avocat, d'experts comptables. Bon, bref, en veux-tu, en voilà. Et cette information, hop, c'est dans le document, structuré. Ça veut dire que c'est identifié. Je n'ai pas besoin de l'œil pour le voir. L'information qu'il y a sur la facture, ça donne l'information à un outil. Et l'outil, il peut se dire, tiens, comme tu as mis ça sur la facture, je sais que la destination
pour l'imputer comptablement, c'est cette destination. Enfin, c'est ce code comptable plutôt. La mention relative à l'option de paiement de la TVA, est-ce que c'est de la TVA sur les débits ou est-ce que c'est de la TVA sur encaissement? Ça a toute son importance. Pourquoi? C'est quoi la différence entre ces deux éléments? TVA sur les débits, la TVA est exigible au moment de la facture. Exemple, vous avez une facture fournisseur. Vous la recevez. À l'intérieur, il y a c'est mentionné TVA acquittée d'après les débits. OK. Dans ce cas, la TVA devient déductible et vous pouvez dire à l'État: «Ah, Coco, la TVA déductible, tu peux me la donner là, au moment où j'ai reçu la facture». Imaginons qu'on a reçu une facture de prestation de service. Que sur la facture, c'est indiqué TVA d'après les encaissements. Là, c'est différent. Je pourrais, moi, entreprise, demander la déductibilité de la TVA sur cette facture à partir du moment où je vais payer mon fournisseur. Si je ne l'ai pas payé, eh ben je ne déclare pas la TVA. Pas encore. Je ne la mettrai dans ma déclaration de TVA qu'au moment où je vais la payer. Donc ça, c'est très important comme information. Pourquoi? Parce qu'on parle de fraude à la TVA. Si la facture, c'est indiqué d'un point de vue technique que c'est d'après les débits, eh ben en fait, ça va me pré-remplir ma déclaration de TVA, je pourrais pas jouer et tricher, quoi. C'est mort. Hop, il m'a dit d'après les débits, je vais devoir la déclarer. S'il me dit d'après les encaissements, je pourrais pas tricher non plus. Ah bah c'est qu'au moment où ça va payer que ça va pré-remplir ma déclaration de TVA. Vous voyez un peu l'idée? Ensuite, l'adresse complète de livraison du bien, uniquement si elle est différente de l'adresse de facturation du client. Alors, comment on va transmettre les factures? Ah là, ça c'est très important et j'attire toute votre attention et votre concentration à ce sujet. Tout ça, ça va communiquer via ce qu'on appelle des plateformes de dématérialisation partenaires, des PDP. Ce sont des plateformes qui sont certifiées par l'État. Fin 2024, il y en avait 70 qui étaient pré-immatriculés par la DGFIP. Là, je pense qu'au moment où je tourne la vidéo, je crois qu'il y en a 80 ou 4, à peu près un peu plus, dont Cegid naturellement, mais vous avez aussi d'autres acteurs, comme Time, Penny Lane par exemple. Seuls les PDP sont habilités à gérer l'ensemble des flux de facturation électronique. À la base, l'État il voulait faire leur propre plateforme, à mettre gratuitement à disposition de tout le monde. Finalement, ils ne le font pas. Ils vont faire appel à des PDP, des plateformes de dématérialisation partenaires. Elles, ces PDP, forcément ces éditeurs logiciels, ils vont apporter des services additionnels à cette ressource pour apporter de la valeur à leurs clients. Alors je vous explique et je vous montre à l'écran. Vous avez trois personnes. Un fournisseur, un client et l'État. L'État, lui, il reçoit juste l'argent. Lui, il voit juste ce qui se passe. Voilà comment ça va se passer. Je vous donne un cas d'usage. Vous êtes une entreprise. Alors on va prendre ce cas. Vous êtes il y a un consultant. Un consultant, il fait, je sais pas moi, du développement informatique pour des entreprises ou de l'optimisation de process. Il va faire des missions directement dans les entreprises. Voilà ce que lui, il va faire. Il va passer dans un outil comme Cegid, par exemple, et il va émettre une facture. Dans sa facture, il va dire ce qu'il a facturé, à qui, comment, pourquoi, le numéro de sirène, toutes les mentions obligatoires, etc. L'avantage, c'est qu'en passant par une PDP, il n'y a plus les fichiers Excel ou les trucs comme ça. Ça devient interdit, en fait. On n'a plus le droit de faire ça. On n'a plus le droit de faire une facture sur Word, sur Google Sheet. Et on a l'assurance aussi que chaque facture, elle respecte les mentions obligatoires. Et donc, il n'y a pas de comme j'ai raté une mention obligatoire et que je ne l'ai pas mis sur la facture, j'ai des risques ou de me faire des amendes à chaque fois. Ça, non. Là, j'ai une facture qui est claire. Donc, je fais ma facture client à mon client directement sur Cegid. Cegid, lui, il va envoyer cette facture au client. Et ça, l'État, entre les deux, il va voir cette information. Ah, ok. Consultant en optimisation de process a envoyé une facture de 3 500 € hors taxe à son client qui est un tel.
X, entreprise X. Consultant, entreprise X. Écoutez bien. Entreprise X, il n'y a pas besoin de lui envoyer la facture par mail. Il n'y a pas besoin de lui envoyer la facture par papier. On peut le faire si on veut, mais il n'y a plus besoin. Parce que lui, il va être obligé de recevoir cette facture directement via sa PDP. Alors, est-ce qu'il utilise Cegid? Ok, mais il peut utiliser une autre. Donc, en fait, les PDP, elles vont être interconnectées entre elles. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Quand le consultant envoie la facture, ça va se recevoir directement dans la PDP du client. Et donc, lui, le client, il sera obligé d'avoir un outil. D'accord? Et entre les deux, il y a monsieur l'État qui a vu cette transaction. Donc, quand on va limiter la fraude à la TVA, ou quand on va se dire qu'on va avoir l'information en temps réel, ce point, il est extrêmement important. Parce que quand on a facturé 3 500 € hors taxe, on sait aussi qu'il y a 700 €, donc c'est ça, hein, 3 500 fois. Alors attendez, parce que moi, 3 500, parce que je suis pas, ça fait 700 € normalement. Je suis un peu dyscalculier alors. Ah, qu'est-ce que je fais? Je fais n'importe quoi. 3 500 fois 0,20, oui, 700 €. Donc monsieur l'État, il sait que, TVA collectée, d'un côté, 700 €. Et de l'autre côté, il y a de la TVA déductible, 700 €. Ah, ok, d'accord. Donc là, il a perçu cette information. Donc ça veut dire que je ne dois plus envoyer la facture par mail à mon client. Lui, il va la recevoir direct depuis son PDP, sur son PDP. Alors, l'avantage, c'est quoi? C'est que là, l'État a l'information, et là, l'État a l'information suivante. Un tel a envoyé la facture à un autre. Tel montant de chiffre d'affaires, tel montant de TVA, comment, qui, quoi, les dates, la typologie de TVA. Comme c'est de la prestation de service, par nature, lorsque je fais de la prestation de service, la TVA est sur encaissement. Donc, lui, l'État, il sait que le consultant informatique ne va constater la TVA collectée qu'à partir du moment où son client X va lui payer. Mais il va le payer comment? Toute cette information aussi va passer dans la PDP. Donc, regardez la magie du truc. Vous faites votre facture fournisseur, votre facture client, pardon, sur le logiciel, Cegid. Donc vous dites qu'est-ce que vous facturez. C'est marrant, parce que les PDP, elles ont aussi leur outil comptable. Donc ça veut dire que quand vous avez facturé tel élément, vous avez l'information en temps réel, ça va aller directement générer le chiffre d'affaires dans l'entreprise. Hop. Et donc, pour quelle matière, quel truc, quel produit, quel service, blablabli, blablabla. Ça, vous pouvez faire de la compta analytique. Et donc, à ce moment-là, vous n'avez même pas besoin de faire de la saisie comptable, que directement, les écritures vont se générer automatiquement. Alors, ça, c'est facile pour la facture, la facturation. C'est souvent comme ça, quel que soit l'outil que vous allez utiliser. Par contre, de l'autre côté, le fournisseur, il reçoit la facture, lui. Habituellement, il fait quoi? Parce qu'il la reçoit par mail, il l'envoie à son comptable, qui, lui, va le prendre, va le pré-comptabiliser ou alors le comptabiliser, ou alors il utilise une solution qui pré-comptabilise, comme Cegidloop par exemple, ou d'autres solutions que vous avez sur le marché. Oui, mais là, la magie du truc, c'est que la PDP, comme elle sait déjà qu'est-ce qu'il y a comme typologie de prestation, elle peut déjà enregistrer la comptabilité automatiquement. Il n'y a pas de source d'erreur à l'intérieur. Alors, il se peut que s'il m'a facturé une prestation de service, mon outil de PDP a compris que c'était une prestation de service, donc il va me dire les imputations de compte pour telle typologie de fournisseur. Peut-être que moi, comptable, je dirais, en fait, oui, c'est ce compte-là pour cette prestation. Et donc, dès que quelqu'un va envoyer la facture tel fournisseur pour telle prestation, quand l'outil comptable du client va le recevoir, il va enregistrer immédiatement et automatiquement l'information. Et la grande magie, c'est que quand le client va émettre le paiement, ça va passer aussi par la PDP. Et donc, la PDP, hop, j'envoie le paiement via mon outil, hop, l'information est connue, donc je sais que la facture est payée. Naturellement, ça va générer les écritures de lettrage, de banque, etc. Donc là, je ne me prends même plus la tête. Cette information est envoyée à l'État.
L'État sait qu'il y a une transaction qui s'est faite, donc elle est payée. Ah bah là, il sait que je dois avoir ma TVA maintenant. Donc en fait, il n'y a même plus besoin de lui dire. Il n'y a même plus besoin de lui déclarer. En fait, il a l'information en temps réel, lui, l'État. Et nous, l'avantage, c'est quoi? C'est que quand on va payer, et là, il y a les solutions qui sont intéressantes sur les outils. Aujourd'hui, c'est que vous pouvez mettre les paiements, etc. Tout est inclus à l'intérieur, tout est greffé à l'intérieur, ce qui fait que ça rend très facile le traitement de la comptabilité et le suivi. Et comme toutes les informations doivent passer par là, via la PDP, du coup, on peut plus se tromper. Et on va moins aller faire la chasse aux documents parce que ce sera beaucoup plus simple. Parce que tout va passer dans ce tuyau. Et plusieurs acteurs auront la chance d'avoir accès à ce tuyau. Le client, le fournisseur, l'État. Et donc, c'est un espèce de triangle en tripartie où on apporte l'information à tout le monde. Alors, imaginons que lui, le client, il reçoit la facture et dit « Ouais, mais je suis pas d'accord, quoi. Là, tu m'as facturé un truc, tu m'as mal fait ton taf, tu m'as pas fait son job, je la refuse. » Je la refuse, l'information, il le sait. Ça passe dans la PDP, l'État sait qu'on a refusé la facture, il a émis un avoir, l'information se sait, l'État a vu qu'il y a eu un avoir, donc du coup, il n'y a plus besoin. Ok, il m'a émis un avoir sur tout ou que sur une partie? Il m'a émis un avoir sur une partie. Donc, il émet un avoir. Ça passe encore dans le tuyau. Et cette information, elle se sait. Bah forcément, après, ça s'automatise et ça s'enregistre automatiquement en comptabilité. Bon, bah tout devient facile, quoi. Il y a de la data qui passe dans tous les sens. Et puis au moment où il paye, ah bah tiens, bah ça passe encore dans le tuyau. Ah bah là, on a l'information. Et donc, le truc, il devient juste magique. Le choix de la PDP, ça va être capital pour les cabinets comptables de bien la choisir. Pourquoi? Parce que la PDP, greffée avec des solutions qui gèrent la comptabilité de bout en bout, et en plus avec l'intelligence artificielle, mais là, vous avez des masterclass. Donc, en fait, ce qu'il faut bien prendre en considération, c'est qu'elle fait gagner du temps très facilement avec tout ce que je viens de vous raconter. Alors là, je vous mets quelques petites choses à l'écran. Transmission automatisée, donc forcément, il n'y a pas de manipulation. On ne va pas manipuler les documents, donc ça fait gagner du temps. C'est un coût aussi qui est beaucoup plus facile à gérer. Tout passe à l'intérieur. Moi, quand je reçois mes factures et que je dois aller transmettre les informations, si ça passe dans la PDP, mais c'est la good life, hein, c'est trop bien. Donc, on n'a pas besoin de ressaisir les infos. Il y a moins d'erreurs. On peut avoir le statut des informations en temps réel. Ah, oui, est-ce que cette facture a été payée? Oui, non, je sais pas quoi. Non, non. On se prend pas la tête en fait. Ça a été payé. On a l'information. Il n'y a pas j'ai mal saisi mon relevé ou je sais pas quoi. Non, non, non. Tout est simple en fait. Et puis voilà. Et aussi, ça permet d'avoir en temps réel et même avec les outils après demain de pouvoir faire des projections financières, etc. En fait, là, on arrive à un nouvel enjeu, en fait. C'est que maintenant qu'on a deux révolutions, en fait, dans l'expertise comptable et pour les professionnels du chiffre, on va leur dire, écoute, monsieur le professionnel du chiffre, demain, tu traites plus de comptabilité. Parce que tout passe de manière automatisée. Alors, il faudra quand même un petit temps d'adaptation. Les professionnels du chiffre, les experts comptables sont là pour révolutionner le passage et l'intégration de la facture électronique à l'échelle du pays. Donc, on a beaucoup peur. Ouais, l'expert comptable va mourir. Alors, il va pas mourir parce qu'il faut déjà mettre ça en place. Et ça, c'est pas une mince affaire. Donc, il va falloir avoir un vrai travail préparatif en amont. Donc là, il y a un vrai suivi et un vrai travail. Donc là, c'est quoi le devenir un nouveau professionnel du chiffre après la facture électronique? Je vais faire un autre contenu vraiment dédié pour ça, mais là, c'est pour vous apporter un éclairage sur qu'est-ce que peut devenir l'avenir demain. Imaginons qu'on n'a plus de compta à faire. Mais le client, il va payer pour quoi? Lui, il paye pour une PDP et l'outil, il fait les trucs tout seul. Mais il va payer pour quoi? Il ne voudra plus payer l'expert comptable. Et les collaborateurs qui bossent dedans. Il voudra autre chose. On va voir après. Il y a quand même cette phase qui est hyper positive pour la suite. Première chose, il y a plusieurs phases. On a vu les dates. Septembre 2026, septembre 2027. Septembre 2027, dans 2 ans, pour tout le monde, 2 ans et quelques, c'est plié. Tout le monde doit y être passé. Du coup, comment on va réussir à scaler et à intégrer ça dans les entreprises et dans les cabinets? Les cabinets, ils ont un enjeu majeur ici. Parce que plus tôt ils auront pris en marche ce sujet, et plus le jour où ça devient obligatoire, franchement, c'est facile.
Il ne faut pas procrastiner. Parce que là, c'est l'enjeu même de l'emploi au sein des cabinets qui se joue. Là, on discute aussi beaucoup avec les outils technologiques actuels, ils nous permettent de faciliter la gestion de la compta. Mais encore, on est dans une phase de production de la comptabilité. Beaucoup. Produire des bilans, des comptes de résultats, juste, rapidement. Malheureusement, les cabinets, ils n'ont pas suffisamment de temps à allouer au conseil, alors que c'est ça qu'ils adorent faire. Et en plus, quand ils le font, et qui mettent de l'intelligence à l'intérieur, ils le font très bien. Et donc, comme ils le font très bien, eh ben, ils sont rémunérés bien par rapport à ça. La valeur de la tenue comptable, et quand on regarde l'écosystème du marché, quand on voit qu'il y a des gens et des acteurs technologiques qui proposent ça gratuitement, ok. Donc, si c'est gratuit, bah, du coup, ça a plus de valeur. Ou ça a beaucoup moins de valeur. Où est-ce qu'on va aller chercher la valeur? Et ben là, il va falloir avoir du jus de cerveau et des compétences qui permettront d'aller chercher de la valeur. On va voir ça juste après. Alors déjà, il va falloir commencer à onboarder, préparer les outils, vérifier que vos logiciels, ou en tout cas les logiciels du cabinet, ils sont adaptés. Est-ce qu'il y a une bonne collecte? Est-ce qu'ils sont compatibles avec la facture X, etc. Ça, c'est important. Il faut choisir une bonne PDP pour son cabinet, mais aussi pour ses clients. Comme ça, au moment où ça va bien se mettre en place, votre process de tenue comptable, il va vraiment bien rouler. Donc là, vous avez Cégide qui vous permet de le faire. Mais encore une fois, vous avez d'autres acteurs. Cégide, ils soutiennent la vidéo, donc c'est normal d'en parler. Et puis c'est un acteur qui est majeur, qui est reconnu sur le marché avec des solutions, avec une profondeur fonctionnelle qui est très importante. Mais il existe aussi d'autres. C'est pas une thèse que je vais vous faire sur ce sujet. Libre à vous de prendre la solution qui réponde à votre besoin. Ça, c'est très important. Ensuite, faut prendre contact du coup avec votre éditeur où vous dites, OK, celui-ci est-il bien calibré pour le passage de la facture électronique? Pour vos clients, il va falloir les aider à se mettre en place. C'est-à-dire qu'il va falloir leur faire des fiches, des formations, des tutos, des webinars, des lives pour les inciter à passer à la facture électronique et de bien choisir leur outil. Et vous allez devoir vérifier que eux et le maximum des personnes seront prêtes. Et donc là, il faut vraiment faire un travail éducatif auprès de leurs clients pour leur expliquer en quoi ça va leur faciliter la vie. Et de toute manière, ils n'auront pas le choix. Et comme ils n'auront pas le choix, ils seront obligés de s'y plier parce que sinon, ils risquent des pénalités et des pépins. Et que vous êtes là pour les accompagner. Cette transition à la facture électronique, ça, c'est quelque chose que vous pourrez facturer facilement à vos clients pour les aider à se mettre à jour. Il faudra leur montrer le bénéfice. Parce que le bénéfice, c'est une fois que tu as ta data vraiment bien précise et que je ne t'embête plus avec la compta, et ben on va pouvoir travailler sur une relation ensemble, toi et moi, expert comptable, non pas une fois par an ou quelques fois par an, mais beaucoup plus, de manière beaucoup plus régulière, pour qu'on puisse s'apporter, et surtout vous, professionnels du chiffre, à apporter une valeur significative. Je suis en train de bailler. Une valeur significative à vos clients. Ensuite, il va falloir former les équipes, naturellement. Les équipes, il va falloir vraiment les onboarder à avoir cette culture et cette vision d'être dans l'automatisation tout le temps. Je suis passé d'un cas où je saisis des factures à je valide des données. Donc, je dois avoir une vraie compétence sur l'analyse de la data. Et ça, c'est quelque chose que je dois muscler. Ça, c'est important. Ensuite, il va falloir tester et automatiser la machine. Il va falloir faire un test en temps réel. Un client envoie une facture X, vous allez la recevoir, voir comment ça se passe dans l'écriture comptable. Il faut définir des règles d'imputation et mettre en place des alertes et des statuts de cycle de vie. Donc, cycle de vie de la facture. Est-ce qu'elle est rejetée? Est-ce qu'il y a un avoir? Est-ce qu'elle est payée? Etc. etc. pour vraiment bien comprendre ce qui va se passer. Donc là, plus vous allez anticiper, plus vous allez faire fonctionner la machine. Le jour où ça doit être branché, boum, tout déroule et ça y va. Et ça y va. Alors, il y a un petit inconvénient, c'est que tant qu'on n'est pas pressé par l'urgence et tant que c'est pas valide, bah, du coup, on se dit on le fera demain parce qu'on a toujours quelque chose de plus important à faire aujourd'hui. Je pense qu'il faut, avec cette réforme, accepter de perdre du temps pour en gagner. Peut-être rentrer moins de clients dans les cabinets pour se préparer à cette structuration. Peut-être aller chercher moins de missions de conseil sur les clients existants ou moins de missions sur les clients existants pour se dégager du temps pour préparer ça. Parce que demain, ça va être la scalabilité qui va marcher et ça va être très fort. Et si vous avez une bonne réactivité auprès de vos entrepreneurs et vos clients, bah, du coup, lui, il va le voir. Hein.
Et lui, bah, rien ne l'empêchera d'aller voir un autre expert comptable s'il pense que celui avec lequel il est, il fait pas l'affaire, quoi. Why not? Bon, ça, c'est marché économique. Donc ensuite, phase 2, là, ça va être le but. Donc là, je vous montre à l'écran un screenshot d'un site internet et d'un grand cabinet, Grant Thornton, qui eux ont déjà compris ça depuis bien longtemps, hein, en fait. Hein. Les grands cabs, les Big Four aussi, le conseil, ça c'est pas depuis hier qu'ils font ça, et ni depuis aujourd'hui. Ils en ont fait depuis très longtemps et ils en ont fait une vraie marque de fabrique et d'expertise. Sauf qu'ils ont fait quoi, eux, comme étude? Souvent, ils passent par l'expertise comptable, hein, pour ce qui est en lien avec l'expertise comptable, naturellement. Donc là, le but, c'est d'aller chercher du conseil et des missions nouvelles à aller développer. Un nouveau champ des possibles, comme les grands cabinets, en fait. Quand on regarde à l'écran, on voit Grant Thornton. J'ai juste fait un screenshot de leur site internet. Je vais zoomer un peu pour que vous voyez mieux. Donc, c'est quoi? Les activités, audit, deal advisory, conseil opérationnel, expertise conseil, compte à quoi? Conseil juridique et fiscal, transformation durable, financial services, externalisation ou la BPO. Franchement, international. Vous avez, et dans des secteurs différents. Et là, je ne vous déroule même pas ce qu'il y a à l'intérieur. Si on regarde juste pour le volet audit, vous avez des missions qui sont tellement différentes. La durabilité, la cybersécurité, les données extra-financières, l'analyse de la data, le pilotage financier, l'externalisation de la fonction administrative et RH, la gestion de trésorerie, les prévisions, bref, la vente, la cession, l'acquisition d'entreprise, l'optimisation juridique, fiscale, sociale, patrimoniale. Là, vous avez le champ des possibles. En fait, si on veut savoir quelles sont les missions qui apportent de la valeur ajoutée, regardons ce que font les grands cabinets. En tout cas, c'est une première base de travail. Et puis, écoutons les besoins des entrepreneurs. Ça, c'est assez facile. Et utilisons aussi l'intelligence artificielle pour s'aider et se faciliter la vie dans ce travail-là. Alors, je vous montre. Qu'est-ce qu'on a d'autre à l'écran? Là, une autre phase va être aussi de former. Parce que pour aller adresser ces missions, il faut des compétences, il n'y a pas le choix. Globalement, ça va être simple. Former aux soft skills, c'est ce qui va permettre à n'importe qui, entre guillemets, de se dépatouiller et de réussir à sortir de n'importe quelle crise. Si je maîtrise la communication, ce sera facile pour moi de pouvoir échanger avec les gens. Si je maîtrise l'empathie et si j'ai de l'empathie, je saurai comprendre le besoin intrinsèque de chaque personne. Si j'aime résoudre des problèmes et que je fais preuve de leadership, eh ben ça va vachement m'aider. Si aussi je suis très adapté pour savoir gérer mon temps, être créatif, avoir de nouvelles idées, innover, mais ça va être incroyable parce que en fait, vous allez pouvoir trouver des solutions qui vous aideront, vous, à aller répondre aux besoins intrinsèques des entrepreneurs. Alors, je vous ai fait à l'écran un petit truc avec 9 points. C'est quoi le besoin intrinsèque d'un entrepreneur? Alors, je vous ai mis des mots-clés, mais qui ne sont pas des missions, hein. Ce sont des mots-clés. Et de ces mots-clés, on peut dénicher des missions additionnelles. Alors, un entrepreneur, il a besoin de quoi? Il a besoin de clarté. Je veux comprendre où je vais et ne pas être dans le flou. Il a besoin de visualiser un cap, un modèle, une feuille de route qui est simple. Donc lui, si il ne sait pas du tout ce que son business a généré et les risques potentiels ou opportunités potentielles qu'il pourrait avoir demain, du coup, c'est pas clair pour lui. Il ne peut pas réfléchir. Il ne peut pas savoir. Là, le pilotage de la data, le contrôle de gestion, la rentabilité, la comptabilité analytique, etc. C'est des missions additionnelles à mettre en place parce que ça répondra à son besoin. Le besoin de sécurité. Je veux éviter les erreurs qui peuvent me coûter cher. Besoin de se sentir encadré juridiquement, fiscalement, administrativement. Imaginez-vous, il doit recruter des gens. Il ne fait pas de contrat de travail. C'est quoi son risque à lui? Imaginez-vous qu'il recrute avec une typologie de contrat de travail, mais qui demain, si son entreprise fonctionne ou ne fonctionne pas, quels sont les risques qu'il encourt? Imaginons qu'il veut mettre en place des BSPCE pour motiver les collaborateurs qui vont arriver si lui veut lancer une start-up qui a un fort potentiel de réussite dans le temps. Quels sont les avantages? Quels sont les inconvénients? Imaginez-vous
que lui, il veut mettre à l'abri sa famille. Bah, on va faire quoi pour mettre à l'abri sa famille? Moi, je suis entrepreneur, je mets toute ma vie dans ma boîte, mais ça me fait peur quand même. Donc, est-ce que j'ai pas des solutions qui me permettront d'y arriver? OK, ça, c'est important. J'aimerais pouvoir dissocier moi de mon entreprise, et cetera, et cetera. Bah, là, vous avez plein de trucs là, d'un point de vue juridique, à mettre en place là. C'est trop ouf, en fait. Validation. Est-ce que mon idée tient la route? Besoin de tester la viabilité économique, juridique, sociale du projet. Bon, j'ai une idée, je viens voir mon expert comptable. Est-ce que tu peux me faire un business plan? Il faut une culture business. Si vous dites, OK, alors c'est quoi tes prévisions? Bon, tiens, tu vas avoir un local. Donc, ton local, il est où? C'est combien le loyer? C'est combien l'électricité? Tu prévois d'acheter combien de marchandises? C'est à l'entrepreneur de vous donner de donner tout ça? Mais lui, il en sait rien, lui. Et quand bien même il le sait, il a besoin de quelqu'un qui va le challenger. Oui, mais hypothèse hausse, hypothèse basse. Et c'est pas, ouais, si on imagine qu'on fait 10% de croissance en plus. Mais ça, c'est une vieille prévision, c'est nul, ça. Comment on va chercher ces 10% de prévision en plus? Quelles sont les ressources qu'on va devoir mobiliser pour aller chercher ces 10%? C'est ça la bonne logique. Et donc, il a besoin d'avoir un business partner avec lui. Bah, il faut des compétences pour ça. Donc, il faut maîtriser comment on fait le marketing, le commerce, l'IT, la tech, la data, etc. Le produit, les RH, bref, comme ça, vous pouvez construire un business plan avec lui qui lui donnera de la clarté, de la sécurité et aussi de se dire, bah, en fait, j'ai quelqu'un qui m'a réorienté dans ma vision, dans mon projet. Parce qu'en me la modélisant financièrement, il m'a permis de voir les choses différemment. Ben ouais, il a besoin donc visibilité financière, bon ça je l'ai déjà dit, je dois savoir combien je dois facturer, combien je peux me payer et combien il me reste. Bah ouais, donc ça c'est tout bête. À quel moment, dans un rendez-vous bilan avec un client que vous voyez qui se débrouille un peu bien, ou alors qui vous embête pas trop, vous dites fais gaffe, on a analysé la data de ton activité, si tu veux gagner 700 000 euros de plus, voici le chiffre d'affaires minimum que tu dois faire. Mais c'est une masterclass, ça. Si quelqu'un il te dit ça, alors que tu lui as même pas demandé, il t'ouvre le champ des possibles. Ah ouais, moi je peux gagner 700 euros de plus, mais je le savais pas. Ou alors, oh là, faut pas que je gagne 700 euros de plus, il faut peut-être même que je diminue. Bref, il a besoin de quoi aussi l'entrepreneur? Il a besoin d'un alignement. Il veut créer une boîte qui va lui ressembler. Par exemple, un projet aligné avec ses valeurs, son mode de vie, son énergie. Eh ben, vous pouvez l'accompagner sur les entreprises à mission, sur la RSE, etc., etc., etc. Là, c'est des missions additionnelles que vous pouvez lui vendre, en lien avec son objectif intrinsèque. Et donc, si son objectif intrinsèque, il est fort, vous pourrez lui apporter cette solution qui répondra à son besoin. Alors, quelqu'un qui s'en fout de ça, eh ben, lui, il s'en fout. Quelqu'un qui veut devenir très riche, bah, écoutez, aidez-le à être très riche avec des optimisations fiscales, sociales, je sais pas où, peu importe. Ça, c'est le métier de l'expert comptable, entre autres. Ou alors des services qu'il y a dans les cabinets. Avocat, consolideur, data, etc. Audit, comme on a vu, etc. etc. Session d'entreprise. Besoin de structure. Je veux que ce soit carré dès le départ. Besoin de cadre solide pour ne pas se faire dépasser. Il a besoin que les choses elles soient claires, carrées. Il dort l'esprit tranquille. Donc il a aussi besoin de cette sécurité. Ça, vous pouvez lui donner ça. Typiquement, le mettre bien sur le passage à la facture électronique, ça c'est important. Quelqu'un qui s'en fout de la structure et qui veut juste tracer et avancer, ce sera plus difficile de l'onboarder là-dessus. Mais c'est peut-être pas là-dessus qu'il faut l'aider. Gain de temps, un entrepreneur, il veut pas se prendre la tête. Écoute, moi je m'en fous. Chiffres, ça me casse la tête. Je veux me concentrer sur mon produit ou mon service. Je veux déléguer tout ce que je peux déléguer. Eh ben, direction financière partagée, assistance administrative partagée, recouvrement partagé. Ah, il y a plein de choses en fait que vous pouvez faire. Orientation, quelles sont les prochaines étapes? Je ne veux rien oublier, besoin de jalons clairs. Reconnaissance, je veux me soutenir, soutenu et légitime. Besoin d'un... C'est tout bête, hein. J'ai besoin d'avoir quelqu'un qui me valorise ou qui me dise que ce que je fais, c'est bien, etc. Et ça, c'est quelques petits besoins intrinsèques qu'on peut avoir. Et du coup, si je voudrais sécuriser ma famille, par exemple, gestion de patrimoine. Si je voudrais vendre ma boîte demain, audit, due diligence. Bah, tu veux vendre ta boîte? Attends, je vais te faire un audit chez toi. Parce que si demain tu mets ta boîte sur le marché, quelqu'un va t'auditer. Et ben moi, en fait, je vais déjà te faire ce pré-audit où on va identifier les forces et les faiblesses de ton entreprise pour que tu puisses les réparer avant de mettre ta boîte sur le marché. Tu as fait ça, quand tu vas aller vendre ta boîte, déjà tu montreras le sérieux parce que quand il y a quelqu'un qui va venir auditer chaque point, social,
légal, financier, fiscal, etc. Tout est carré, tout est justifié, tout est OK. Et donc, vous avez une base de données qui est claire. La personne qui rentre chez vous, qui se dit: «Ah bah tiens, j'ai envie d'acheter la boîte», il voit tout ça, il dit: «Wow, ah ouais d'accord, j'ai pas un loup, sous le tapis, ou alors si j'ai un loup sous le tapis, on me l'a dit, on me l'a pas caché». Parce que l'auditeur, lui, il pourrait le retrouver. Donc ça, c'est important de, d'avoir ces idées, en place. La facture électronique, elle va aider au traitement de la compta. C'est un peu comme ça qu'il faut le voir. Aujourd'hui, les acteurs logiciels, avec, l'IA, avec leurs outils, ils arrivent à le faire. Donc ça, c'est très bien. On gagne beaucoup de temps. Mais demain, ça va être encore pire. Ou alors, ça va être encore mieux. Et donc, l'expert comptable, lui, il pourra se concentrer, il va se poser et il va réfléchir. Peut-être qu'il pourra travailler moins et il va se concentrer sur des tâches à plus haute valeur ajoutée. Et c'est là où il y aura un autre pan qui va amener, c'est que l'IA, l'intelligence artificielle, là, ça fait des dingueries, en fait. Parce que tout ce que je suis en train de vous dire, là, par exemple, faire de l'analyse de la data, du prévisionnel, l'IA, elle sait faire déjà ça. Moi, j'ai déjà fait des tests, elle sait faire. Donc, si les collabs en interne maîtrisent la data et l'utilisation de l'IA, ils vont faire des dingueries parce qu'en fait, ils iront chercher le nectar des missions de conseil qui permettront de répondre aux besoins prioritaires, primaires de chaque client dans chaque industrie, en fonction de chaque étape de développement de son entreprise, ce qui va lui donner des points de contact avec son client qui seront juste pertinents. Parce que l'IA va permettre de connaître mieux ses clients, l'IA va permettre de manière proactive d'aller dénicher des missions de conseil en voyant des forces et des faiblesses dans les organisations. Et tout ça, ça permettra d'apporter de la valeur sur la protection sociale, sur la protection, bref, tout ça. Donc, voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, ça m'a fait kiffer de la réaliser. J'espère que vous en avez appris aussi plus sur la facture électronique. Je ferai quelque chose de beaucoup plus détaillé sur les nouvelles compétences à mobiliser pour les professionnels du chiffre. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et si ça vous a fait kiffer aussi, partagez au maximum, au plus grand nombre. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas, si vous souhaitez passer le DCG et le DSCG, code YT1 en description de cette vidéo. Vous avez moins de 10% sur tous nos abonnements. Sur ce, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!